Bonjour, aujourd'hui on va parler de la deuxième loi de Newton. On a déjà abordé cette loi-là, mais là on va introduire comment on l'utilise lorsqu'il y a des accélérations. Par exemple, ici vous voyez dans le schéma, on a une situation où est-ce qu'on a indiqué un vecteur d'accélération. Ça voudrait dire que dans la direction où l'accélération agit, qui est l'axe des x positif, il y a plus de force dans cette direction-là. Donc, par exemple, la force de frottement, le symbole n'est pas le même que nous, là, mais c'est un frottement qui est vers l'arrière en rouge. Il ne serait pas suffisant pour équilibrer ou annuler la composante du poids qui est parallèle à l'axe des x. Donc là, à ce moment-là, le skieur accélérerait vers le bas de la pente. Ça n'empêche pas qu'il est possible qu'on ait une situation où est-ce qu'il n'y a pas d'accélération selon l'axe des y. Comme par exemple ici, le skieur ne passe pas à travers la surface de la pente, ce qui veut dire que la normale ici est capable d'annuler la composante y du poids. Un petit retour là, sur les trois lois de Newton. La première loi, c'était lié au concept d'inertie. Dans le fond, vous voyez que le mouvement naturel des objets, c'est de continuer à vitesse constante, donc ce soit une vitesse de zéro ou que ce soit dans un cas d'un mouvement rectiligne uniforme, s'il n'y a pas de force qui agissait sur un objet ou si encore les forces totales donnaient zéro, le mouvement se perpétuait, se continuait à vitesse constante. Maintenant, la deuxième loi de Newton, ça dit que la force, le vecteur de force totale, va être égal à la masse fois l'accélération qui est produite sur l'objet. Puis la troisième loi de Newton, c'est lorsqu'on regarde l'interaction entre deux objets, donc les forces sont toujours causées par une interaction entre deux objets. Quand on regarde chacun des objets, on voit qu'ils exercent l'un sur l'autre une force de grandeur égale, mais de sens opposé. Donc on le voit ici, c'est écrit en équation vectorielle. Le vecteur de la force F1 égale moins le vecteur de la force F2. Le moins, je me répète un peu là, mais ça veut dire pour des vecteurs le sens opposé. Donc, ici, ça voudrait simplement dire que la force 2 est de sens contraire à la force 1. Ça ne voudrait pas dire que sa grandeur est négative. La grandeur d'une force doit toujours être en valeur absolue. On va revenir sur des exemples qu'on avait déjà fait, mais on va rajouter comme une question. Par exemple, on avait déjà analysé là, la situation où Ginette tirait sa valise avec une force là, orientée à 25 degrés au-dessus de l'horizontale. Dans ce cas-là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on était allé chercher la force normale parce que au niveau de la direction des Y, il y avait une situation d'équilibre. La valise n'allait pas traverser le sol, donc on savait que la force totale en Y donnait 0. On a pu donc calculer la normale. Ça reste toujours vrai, mais on constate que si on regarde la direction horizontale selon l'axe des X, là, c'est pas à l'équilibre, c'est-à-dire les forces en X ne s'annulent pas. Alors, si on veut trouver l'accélération de la valise, on va utiliser la deuxième loi de Newton dans la direction de l'accélération. Si ça serait une accélération selon le sens horizontal là, vers les X positifs. Alors, on a la deuxième loi de Newton, mais on l'applique selon la direction en X. Alors, dans la direction en X, on ne peut pas dire que c'est égal à 0 la force totale. Là, j'ai mis ici la somme des trois composantes pour les trois forces qui sont présentes. Bien, ça va être égal à la masse de la valise fois son accélération selon la direction X. Donc, vous savez, pour calculer une composante selon X, on va utiliser l'équation grandeur de la force fois le cosinus de l'orientation de la force. On a comme orientation pour la force faite par Ginette 25 degrés. Donc, ça va être 100 la grandeur cos de 25. Pour les deux forces suivantes, j'ai écrit tout de suite 0. La raison, c'est que quand on observe le diagramme de corps libre, on constate qu'ils n'ont pas du tout de composantes selon l'horizontale. Elles sont complètement et entièrement en Y. Donc, leur composante horizontale selon X va être 0. Mais si on voulait, on pourrait quand même en faire le calcul. On pourrait dire plus la force normale cos de 90. Puis même si on ne connaît pas la force normale, le cosinus de 90, ça fait 0. Donc, on voit qu'on n'a pas besoin de la force normale pour poursuivre le calcul. Et puis, on pourrait aussi ajouter plus la force gravitationnelle de 25 fois 9,8 fois le cosinus de 270. Puis ça aussi, ça fait 0. Donc, finalement, on se retrouve avec une seule composante en X qui est non nulle. Puis, c'est égal à la masse de l'objet dont on est en train de faire l'analyse. Donc, la masse de 25 kg fois la composante d'accélération en X. Alors, on obtient que la composante d'accélération en X est de 3,63 mètres par seconde carré. Remarquez ici qu'on a trouvé un positif, ça indique que l'accélération est dans le sens de l'axe des X positifs. Parce que ce qu'on a calculé ici, c'est une composante. Quand on l'isole de cette façon-là,
Il aurait été possible, là, dans un autre scénario, qu'on trouve une accélération de composante négative. Ça nous indiquerait que ça irait vers les x négatifs, le sens de l'accélération. Mais dans ce cas-ci, c'est vers les x positifs. Dans la question dit quelle est l'accélération de la valise? Donc, techniquement, on devrait donner la grandeur et l'orientation parce que c'est un vecteur, l'accélération. Alors, on va donner la réponse finale en disant que l'accélération, c'est 3,63 mètres par seconde carré. Puis, on devrait ajouter à 0 degré. Donc, puis mettre la flèche là pour indiquer l'accélération totale. On pourrait dire aussi 3,63 mètres par seconde carré vers la droite. C'est parce que j'ai demandé quelle est l'accélération. Si j'avais demandé quelle est la grandeur de l'accélération de la valise, on pourrait seulement dire A, la grandeur de l'accélération, c'est 3,63 mètres par seconde carré. Maintenant, on va faire un autre exemple. On a ici Zara qui a une masse de 60 kg, puis son chariot d'épicerie qui a une masse de 30 kg. Bon, ça inclut les marchandises. Alors, on dit quelle force Zara doit exercer sur son chariot pour lui procurer une accélération de 0,5 mètres par seconde carré et on néglige le frottement sur le chariot. Donc, les roues roulent bien comme c'était le cas pour la valise qu'on vient de faire. La question est posée dans le sens inverse. On connaît l'accélération qui est procurée au chariot, mais on cherche la force que Zara doit faire. On va commencer par faire un diagramme de corps libre. Donc, l'objet qu'on veut analyser, c'est le chariot. Donc, c'est sur lui qu'on va inclure toutes les forces là, qui agissent. Les voici, là, on a la force gravitationnelle vers le centre de la Terre. On a une force normale due au plancher là, qui va supporter le chariot d'épicerie. Puis, c'est perpendiculaire au sol, donc vers le haut. Et finalement, on a la force que Zara fait pour pousser le chariot d'épicerie. Donc, c'est cette force-là ici qu'on veut trouver. Alors, on va indiquer aussi le sens de l'accélération. Là, si elle pousse son chariot, on ne dit pas qu'elle le tire, ça devrait être dans le sens vers l'avant du chariot. Donc, l'accélération ici va être vers la droite. Vous allez voir que quand les systèmes sont accélérés, je vais avoir l'habitude, moi, de mettre l'accélération dans le diagramme de corps libre. Mais soyez conscients que ce n'est pas une force. C'est juste pour nous aider dans les calculs. Maintenant, j'ai pas mis mes axes ici, mais c'est parce que c'est un cas standard. L'axe des X positifs va être vers la droite et l'axe des Y positifs vers le haut. Donc, on se réfère à la deuxième loi Newton qui dit que la force totale égale la masse fois l'accélération. Là, on veut utiliser l'accélération qu'on connaît en X pour isoler la force que fait Zara, qui est aussi en X. Donc, on voit que le choix est simple. Ici, on va appliquer la deuxième loi Newton selon l'axe des X. Alors, la force totale en X, il n'y a que la force de Zara qui est présente. Puis, il n'y a pas de composante pour les forces normales et la force de gravité selon l'axe des X. Elles sont seulement verticales. Alors, ici, on va dire c'est égal à la masse. Donc, la masse de quoi? Ici, on nous fournit deux masses. C'est la masse de l'objet sur lequel on fait l'analyse et sur lequel se produit l'accélération. Donc là, ça va être la masse du chariot. Puis, on va ensuite aller insérer la composante en X de l'accélération. La force de Zara, on cherche la grandeur. On a laissé ça en symbole, mais pour avoir la composante complète, là, j'ai multiplié par le cosinus de 0 ici qui va faire 1. Ensuite, on va avoir la masse de 30 kg pour la masse du chariot, fois la grandeur de l'accélération, fois le cosinus de 0 aussi, parce que l'accélération, elle aussi, pointe vers la droite. Quand on isole là-dedans, on obtient que la force faite par Zara a une grandeur de 15 newtons. On demandait quelle force Zara doit exercer sur son chariot pour lui procurer cette accélération-là. Encore une fois, je remarque qu'on n'a pas dit quelle est la grandeur de la force faite par Zara. Fait que pour donner la force faite par Zara, on devrait donner le vecteur au complet. Donc, je vais ajouter la flèche et je vais indiquer la direction. Donc, à 0 degré, encore une fois. Maintenant, on a d'autres questions pour cette situation-là. On dit que Zara a elle aussi une accélération de 0,5 mètres par seconde carré. Donc, elle avance avec le chariot. Quelle est la grandeur de la force que le chariot exerce sur les mains de Zara? Donc là, il faut réaliser ici qu'on se réfère à une paire de forces action-réaction. Le chariot et Zara sont en train d'interagir. Quand il y a création d'une force, il y a toujours deux objets en interaction. On sait que, d'après la troisième loi Newton, ça ne dérange pas c'est quoi l'accélération que Zara a là. Tout ce qu'on sait, c'est que lorsque les deux objets ou personne versus objet interagissent, ben il va se créer une force de même grandeur, mais de sens opposé sur chacun des deux. Là, on a déjà calculé que la force faite par Zara sur le chariot, c'est 15 newtons vers la droite. Donc, autrement dit, ça veut dire que la force faite par le chariot sur les mains de Zara, ça va créer une espèce de pression sur ses mains. Donc, ça va être 15 newtons vers la gauche. Cette fois, on nous demande juste la grandeur de la force. Donc, on va avoir une force de 15 newtons.
On a une dernière question sur cet exercice-là et on demande quelle est la grandeur de la force de frottement sur les pieds de Zara. Donc là, on change de focus. Tantôt, on a fait l'analyse sur le chariot. Maintenant, on va regarder les forces qui agissent sur Zara. Si on fait un diagramme de corps libre dans son cas, bien, on va avoir la force gravitationnelle vers le centre de la Terre. On va avoir une force normale sous ses pieds causée par le plancher qui la soutient. On vient aussi de déterminer que le chariot va pousser vers la gauche sur Zara avec le 15 Newton. Puis là, on cherche la force exercée par le frottement du sol sur ses pieds. Donc là, on pourrait se poser la question, c'est dans quelle direction? On sait que Zara accélère dans la même direction que le chariot, donc elle accélère vers la droite. Alors nécessairement, il va falloir qu'il y ait une force vers la droite, puis non seulement ça, cette force-là va devoir être plus grande que la force faite par le chariot vers la gauche pour qu'on ait une accélération vers la droite. Donc, on peut donc conclure que le frottement, pour l'instant, on sait au moins qu'il est vers la droite. Alors là, comment on va faire pour répondre à la question? On va appliquer la même loi que tantôt, c'est la deuxième loi de Newton. C'est juste qu'on n'analyse pas le même objet, donc là, c'est une personne. On y va avec une analyse qui est en X parce qu'on cherche une force qui se trouve en X, donc on travaille à l'horizontale. Seulement que deux forces vont avoir des composantes horizontales. La normale et la force de gravité ici n'ont pas de composantes en X. Alors, on va simplement dire que la force totale en X, bien, ça va être la force de frottement en X plus la force du chariot en X, et ça va être égal à la masse de Zara fois l'accélération de Zara. Alors, on y va avec les orientations qu'on voit dans le diagramme de corps libre. Pour la force de frottement, on ne connaît pas la grandeur, donc on écrit juste le symbole force de frottement, mais on sait quand même son orientation, c'est 0 degré, on a déterminé que c'est vers la droite. Donc, on va faire fois cos de 0 degré pour obtenir la composante X au total ici. Après ça, on ajoute la composante X de la force faite par le chariot. On vient juste de trouver une valeur de 15 newtons pour la grandeur. Puis ça, c'est orienté vers les X négatifs, ce qui correspond à une orientation de 180 degrés. Alors ça va être égal à la masse fois la composante X de l'accélération. Donc la masse de la personne ou l'objet étudié, là, c'est Zara, donc 60 kg, fois son accélération. On a indiqué précédemment que c'est 0,5 mètres par seconde carré vers la droite, là, donc dans la même direction que le chariot. Alors, on fait cos de 0 degré. Le cos de 0 degré, ça fait 1. Donc là, quand on isole, on va avoir F moins 15 égale 30. En isolant, on retrouve la grandeur de la force de frottement sur les pieds de Zara. On va obtenir une grandeur de 45 newtons. Maintenant, on va revenir sur le bloc qu'on avait fait sur le plan incliné. Donc, c'était un bloc d'une masse de 350 grammes. Le plan incliné, là, on a augmenté l'angle pour que le bloc glisse. Donc là, on est rendu avec une inclinaison de 40 degrés. Puis, on dit que ça lui procure une accélération de 2,2 mètres par seconde carré. Naturellement, cette accélération-là va être dirigée vers les X positifs, vers le bas du plan incliné. Donc, on demande la grandeur du frottement s'exerçant sous le bloc. On va procéder comme on a fait avec le numéro précédent. C'est juste que là, c'est incliné. Mais ça ne change pas qu'on cherche une force de frottement qui se trouve en X. Voyez-vous ici le diagramme de corps libre sur le bloc. On a un bloc qui est posé sur un plan incliné. On a la force gravitationnelle verticale vers le centre de la Terre, la force normale perpendiculaire à la surface du plan incliné. Puis là, on a une force de frottement, ça va être un frottement de nature cinétique, mais il va quand même s'opposer au glissement de l'objet. Donc, au niveau du diagramme de force, ça ressemble à ce qu'on faisait lorsque ça ne glissait pas. Maintenant, comme on cherche une force qui est en X, on va faire une analyse en X, mais on va avoir besoin des composantes X de nos forces, donc la force gravitationnelle. Alors, on a besoin de trouver l'orientation de la force gravitationnelle. Voyez-vous ici, j'ai fait un pointillé qui représentait l'horizontale. Donc, ça, en reliant l'axe des X à la force gravitationnelle qui, elle, est verticale. Fait qu'on a 90 degrés ici dans le coin inférieur gauche. Et on sait que la pente est inclinée à 40 degrés au-dessus de l'horizontale, ce qui est l'angle à droite dans le triangle. Sachant que la somme des angles internes d'un triangle donne 180 degrés, on obtient qu'on a un angle de 50 degrés au sommet du triangle. Ça implique que l'orientation conventionnelle de la force gravitationnelle, ça va être, on part de l'axe des X, là on tourne dans le sens anti-horaire jusqu'au vecteur, fait que ça va être 50 degrés de moins qu'un tour complet qui est 360. Alors on obtient une orientation de 310 degrés. Comme on a dit, on va faire le calcul en X avec la deuxième loi Newton. On sait qu'il y a une accélération, donc c'est égal, la force totale en X va être égale à la masse fois l'accélération. Je vais énumérer ici mes trois forces. Je vais faire force gravitationnelle en X plus force normale en X plus force de frottement en X égale à masse fois l'accélération.
Maintenant, je vais me demander, est-ce qu'il y a des forces là-dedans qui n'ont pas de composante X? Ça arrive quand même assez souvent. Si j'examine mon diagramme de corps libre, je m'aperçois que c'est la force normale qui est seulement en Y. Elle n'aura pas cette force-là de composante en X. Donc ça va être 0 ici, la force normale en X. Pour mes deux autres forces, leur composante X, bien, pour ce qui est de la force gravitationnelle, je calcule la grandeur de la force gravitationnelle d'abord. Ça va être 350 grammes, mais mis en kilogrammes. Donc 0,35 kg fois 9,8. Ça fait 3,43. Ensuite, je fais fois le cos de son orientation, qu'on vient de trouver, c'est 310 degrés. Plus 0 pour la force normale en X et plus la force de frottement en X. Alors, je cherche la grandeur de la force de frottement, je la laisse en symbole, mais je vois bien que son orientation, c'est 180 degrés parce qu'elle pointe vers les X négatifs. Donc, je fais fois cos de 180 degrés. Alors, cette équation-là, ça va être égal à la masse de notre bloc en kilogrammes fois la composante d'accélération qui va être de 2,2 mètres par seconde carré cosinus de 0 degré parce que l'accélération pointe vers le bas de la pente. Quand on fait le calcul, on obtient 2,2 newtons pour la composante X de la force gravitationnelle. Ensuite, ça fait plus force de frottement fois moins 1 égale 0,77. Donc, force de frottement fois moins 1, c'est équivalent à moins la force de frottement. Fait qu'on peut la rapporter à droite. Elle va devenir positive. Puis, on va pouvoir apporter le 0,77 à gauche, donc le soustraire de 2,2. Alors, on obtient maintenant la force de frottement, sa grandeur, c'est 1,43 newton. Donc, voici les tâches qui sont à faire maintenant pour compléter le cours. On va avoir peu de lecture aujourd'hui. C'est pas beaucoup de la nouvelle matière, c'est plus de l'application de matière qu'on connaissait déjà. Donc, il y a un petit encadré que vous allez juste comme compléter la lecture parce qu'on avait juste vu le A. Vous allez pouvoir lire le B, C et D. Puis après ça, c'est suivi de quelques exercices. Je vais juste vous montrer que pour le dernier exercice, la page 184, vous avez quand même une démarche très complète qui est présentée. Là, on a les réponses précédentes. Mais pour le dernier exercice, je vous montre le diagramme de corps libre ici, puis là, ça apparaît par étapes. On va avoir comment on va calculer l'accélération. Ça, c'est un petit retour en arrière. On doit utiliser une équation cinématique, une équation du MRUA pour calculer l'accélération. Parce qu'on a besoin de cette accélération-là ensuite pour calculer la force que fait le pompier en glissant sur le tuyau. Donc là, après ça, c'est suivi du reste des étapes. On obtient la force gravitationnelle, on travaille avec le diagramme de corps libre, on applique la deuxième loi de Newton. Cette fois, c'est sur un axe Y. Puis, on va pouvoir aller isoler la force que fait le pompier en descendant là, avec ses mains, en frottant le tuyau. Donc, c'est un problème un peu plus qui comporte un peu plus d'étapes. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous mettre la solution détaillée.